faut rappeler que le thème de la vie, avec la logique transformationnelle qu'il suppose, était aussi le fil rouge, le motif souterrain, disait Ekaterina Boulea, que Saussure avait mis au cœur de son programme sémiologique. Alors, Oui. donc, il s'agit, cette question écosémiotique et écologique n'est pas seulement relative à la nébuleuse récente des humanités environnementales. On se rappelle que un grand mathématicien comme Grothendieck, dès les années 70, fondait un mouvement sur vivre et vivre, ou encore, je pense à un biologiste de renom de l'unité d'immunologie de l'Institut Pasteur, John Stewart, qui fait un diagnostic très intéressant sur les valeurs sociales véhiculées par la science, notamment dans le secteur clé de la biologie dont il était le spécialiste. L'objet de la biologie, dit-il, l'objet de la biologie contemporaine n'est pas la vie, dit-il, c'est le gène. Alors, je cite un certain nombre de phrases qui sont intéressantes dans un article que je pourrais dont je pourrais vous donner les références si vous le souhaitez. Donc, réduire la biologie à la génétique revient à évacuer ce qui fait sens, dit-il, au profit d'un formalisme abstrait. Et il propose un élargissement en disant cette évacuation généralisée du sens dans les théories scientifiques a quelque chose à voir avec une évolution générale de la société tout entière au niveau planétaire, à savoir évacuer ce qui fait sens pour les êtres humains au profit d'une logique purement formelle, celle de l'argent. Euh, et puis une autre question, qu'en est-il de la place de l'ontogénèse et de la phylogénèse aujourd'hui? La réponse, c'était une réponse dans les années 70, mais elle est encore tout à fait valable, ou en tout cas en partie. La réponse me semble navrante, dit-il. La phénoménologie riche des formes du vivant et les processus dynamiques qui le relient les unes aux autres est virtuellement absente. Je suis bien placée pour le savoir en tant que biologiste professionnel. Mes propres connaissances dans ces domaines sont très faibles. Et je pense qu'il y a tout lieu d'avoir un espoir renouvelé aujourd'hui, puisque par exemple, dans le premier cahier, le premier article s'intitule Énaction et dérive phylogénétique des êtres vivants, et le deuxième, dimension subjective de l'énaction et dérive ontogénétique. Je crois que ces questions sont remises à l'ordre du jour. De même, l'anthropologie philosophique de Cassirer s'est constituée au plus près de l'avancement historique des connaissances, on le sait, en prenant en compte toutes les sciences, en tant qu'elles constituent des relations de connaissances dont elles doivent pouvoir répondre, qu'elles soient exactes, naturelles, humaines ou sociales. La notion de forme symbolique consiste en effet essentiellement en un point de vue de nature dynamique. Et il faut souligner que les connaissances de Cassirer sur l'actualité des sciences mathématiques ou celles des sciences linguistiques étaient alors remarquables. Euh, bon, on pourra revenir sur ce dépassement du clivage entre sciences de la nature et sciences de l'esprit par la logique des sciences de la culture. Alors, cette question d'une interrelation, d'un couplage dynamique co-constituant de l'humain avec ses environnements humains et non humains, vivants et non vivants, on peut reconsidérer foncièrement comme une écologie, au sens d'une logique de la relation alentour, diversement médiée, permet de défaire, je crois, la notion de culture d'un certain nombre de préjugés ou élitistes ou ontologisants, voire colonialistes, qui ont grevé sa compréhension dans le cadre d'une anthropologie sémiotique. Donc les cultures, ils sont repensés comme des champs multimodaux, saturés de tensions entre toutes ces formes symboliques, sciences, arts, mythes, rites, techniques, politiques, etc. Donc des états dynamiques avec des phénomènes de chevauchement, de conflits, de transfert qui intègrent toutes les dimensions sociales, pratiques, rituelles, techniques, gestuelles, etc. Alors, le numéro inaugural sur l'énaction, celui qu'a présenté Astrid tout à l'heure, est une belle exemplification, il me semble, de cette approche et transdisciplinaire à dimension écologique. Il a été dirigé par une équipe constituée d'un linguiste que le séminaire connaît bien, hein, il est intervenu plusieurs fois, Régis Missire, de deux éthologues animaliers de l'INRAE, Jean-François Gérard et Marilyn Maublanc, et une chercheuse en pédagogie spécialiste des apprentissages en milieu interculturel, Seren Frappard. Et puis aussi, je permets de signaler le numéro 3 à venir, intitulé Écologie du sens, sens de l'écologie, que je coordonne avec le sémioticien franco-italien Pierluigi Basso Fossali,
qui est d'ailleurs au passage aussi traducteur pour l'italien de François Rastier. Donc ces numéros témoignent de cet effort d'articulation de la sémiotique des cultures et d'un point de vue écosémiotique ainsi redéfini. Alors on y voit comment chaque discipline sémiotise différemment ses objets d'étude et on y voit aussi comment en filigrane le point de vue sémiotique en tant que réflexion critique sur les conditions d'accès au sens de chacune d'elles, sur le lien entre les êtres et objets observés et le point de vue de l'observateur, permet en fait de traverser les disciplines, de les fédérer sans s'y substituer. Alors, dans la mesure où les sciences de la culture relèvent d'une anthropologie de l'humain en mouvement, c'est une belle formule d'Abby Warburg, et où l'écosémiotique se propose notamment de changer les imaginaires pour espérer encore un avenir humain sur Terre, moins anthropocentré, moins ethnocentré, moins réductionniste aussi, il y a là une convergence de postures dynamiques, il me semble. L'animal symbolique que nous sommes doit pouvoir penser l'ensemble de ces environnements comme le fruit des rencontres entre des ressources hétérogènes. Alors, ce qu'une anthropologie sémiotique permet de comprendre, c'est que cette écologie du sens ne concerne pas seulement les environnements naturels, vivants ou non vivants, mais aussi les environnements non vivants artificiels relevant de l'outil, de la robotique, des techniques. Alors, pour prendre un exemple qui nous touche tous massivement, ce qu'on appelle peut-être de manière fautive une écriture informatique constitue aujourd'hui une révolution symbolique qu'il nous faut bien sûr décrire. Nous sommes nombreux à le faire, mais je voulais emprunter quelques vues au livre récent de Jean Lassègue et Antoine Garapon, qui s'intitule Le numérique contre le politique, qui a été publié aux Presses universitaires de France en 2021. Après d'autres livres de Jean Lassègue sur Turing, sur Cassirer, sur la justice digitale. Alors, je résume, hein. L'ordre du sens conçu comme le fruit d'une construction historique à partir d'un matériau d'emblée collectif, un système de repères signifiants, de nature et de statut très divers, supposant une pluralité et une stratification des fonctions de sens, est mis à mal par un processus de désymbolisation, dit-il, sans précédent, fondé sur un nouveau mythe, celui de la délégation intégrale de l'économie des rapports humains aux logiques algorithmiques. Cette révolution symbolique envisage le signe d'une manière nouvelle, la forme sens, dualité sémiotique constituante, quels que soient par ailleurs ces régimes de sémioticité, se trouve remplacée par la division entre un signal matériel, lui-même divisé en éléments recombinables, et un signifié programmable, les deux devant se superposer sans reste. C'est ça qui est important, sans reste. Et ces vues, il me semble, montrent à nouveau toute la force prospective de l'épistémologie des sciences de la culture pour penser aussi des problématiques tout à fait actuelles. Alors, à l'image de ces travaux, l'apport du mode de pensée sémiotique pourrait consister à renouveler la question morphologique initiée par les sciences de la culture il y a un siècle, pour en faire l'occasion d'un diagnostic historique et critique permettant de restituer à nouveau frais un héritage encore trop largement occulté dans l'histoire des idées. Et c'est la visée des numéros 2 et 4 des cahiers qui fêtent l'anniversaire des 100 ans des formes symboliques avec deux numéros donc, consacrés à Cassirer et des titres en anglais puisque l'équipe est franco-norvégienne. L'enjeu est de restituer la possibilité donc de penser une logique de l'invention qui fasse de la variabilité historique un thème social fédérateur et un thème central en sémiotique, sans tomber dans un perspectivisme débridé, j'y reviendrai. Alors, deuxième champ problématique, cette fois-ci, c'est celui de l'archéologie, de l'expression même de sémiotique des cultures. Le déterminant défini là, dans la sémiotique des cultures, semble signaler une sorte de présupposition d'identification, mais évidemment, rien n'est moins simple parce que l'expression émane de corpus d'élaboration qui ne sont pas homogènes. Alors, si l'expression vient du sémioticien estonien Juri Lotman et de l'école de Tartu dans les années 60, c'est plutôt à sa reconfiguration française que je me suis intéressée en abordant le mode de pensée sémiotique, non pas prioritairement, même si pas exclusivement en tant que discipline académique, mais en tant que point de vue, supposant une pensée critique transdisciplinaire. Mais le transfert interculturel ne s'arrête pas là, puisqu'on l'a vu, cette reconfiguration française est elle-même tributaire de la pensée germanique, d'une logique des sciences de la culture. Et d'ailleurs, l'accent
mis sur le thème de la diversité via le pluriel, sémiotique des cultures, là où Yuri Lotman parlait pour sa part d'une sémiotique de la culture, signale de manière discrète, mais effective, son comparatisme assumé. L'expression même témoigne donc l'expression sémiotique des cultures témoigne d'une forme de nomadicité des théories et des concepts. J'emprunte le terme nomadicité à Wolf Feuerhahn. Nomadicité qui, par leur migration, donc, trouve de nouvelles compréhensions, de nouvelles acceptions. On va éventuellement revenir sur ce point dans la discussion. Et au passage, on peut remarquer que par une sorte de boucle récursive, l'intégration de la problématique écologique en sémiotique des cultures recrée du lien avec les travaux plus récents de l'école de Tartu qui travaille sur le vivant non humain et son approche par la sémiotique. Donc, la compréhension de la sémiotique des cultures est faite d'entrecroisements interculturels et d'allers-retours temporels aussi. Alors, troisième champ problématique, si j'ai encore un temps, troisième champ problématique, celui de l'articulation donc d'une double visée, à la fois rétrospective et prospective. Alors, comme je le rappelais, l'une des leçons de Cassirer est que l'érudition ne doit pas l'emporter sur l'exploration. Et si donc prospection il y a, elle s'appuie sur un nécessaire travail d'érudition historienne aussi à mener, hein, rendu d'autant plus nécessaire qu'un certain nombre d'auteurs majeurs en sémiotique des cultures, Cassirer au premier chef, sont les grands absents de la sémiotique française, voire internationale, qui s'est longtemps focalisée sur une opposition un peu gigantomachique entre les Saussuriens et les Peircéens, opposition que l'Association internationale de sémiotique veut aujourd'hui dépasser. On peut s'en réjouir. Comme on l'a vu avec l'histoire mouvementée de la publication des écrits saussuriens, le saussure autographe reste encore, paradoxalement, assez absent. La découverte des manuscrits saussuriens, leur publication en France il y a 20 ans désormais, sous le titre donc, des écrits de linguistique générale, qui permet de revaloriser notamment l'intérêt de Saussure pour la diachronie, pour la parole, qui met en cohérence sa sémiologie avec ses travaux sur les œuvres littéraires, qui ont longtemps été conçues comme contradictoires, n'a eu étonnamment que peu d'impact en France et n'a été que très peu diffusé à l'étranger. J'ai pu constater que, par exemple, les collègues allemands n'étaient pas informés de la publication de certains collègues allemands n'étaient pas informés de la publication des écrits de linguistique générale. Et là, on voit l'importance nodale des traducteurs pour la diffusion. Il y a un important travail donc de diffusion à réaliser, à continuer, hein, bien sûr, parce que il y a eu d'énormes travaux très importants de référence sur le Saussure des écrits de linguistique générale, hein. Un important travail aussi de réflexion à mener pour comprendre et restituer le lien de Saussure, je pense, avec ce morphostructuralisme du début du siècle, du siècle dernier. Euh, Si l'on sait que Cassirer et Jacobson se sont rencontrés sur le bateau de l'exil, les menant vers New York, il y aurait à réfléchir à partir des écrits de linguistique générale à la connivence de la pensée cassirérienne avec le Saussure autographe, que Cassirer, bien sûr, n'a pas pu lire. Alors, le travail effectué avec les équipes françaises et norvégiennes pour l'élaboration du deuxième et du quatrième numéro consacré à Cassirer dans les cahiers, qui ont permis de réunir des chercheurs de nombreuses nationalités, que je salue au passage, m'a permis aussi de prendre peut-être mieux conscience d'une sorte d'école française de lecture de Cassirer. Euh, et donc, cette pénétration, disons, de la tradition germanique dans la sémiotique des cultures françaises me semble reposer sur un legs qui a encore besoin d'être clarifié, désenfoui, d'être thématisé pour en dégager la force prospective. Ce legs, c'est celui d'un primo-structuralisme des années 30, qui est un morphostructuralisme, un structuralisme de la structuration plutôt qu'un structuralisme de la structure, en phase notamment avec les travaux gestaltistes, même si François Rastier le note, la question de l'émergence d'une forme sur un fond peut être reconsidérée comme la question de l'émergence d'une forme duelle à partir d'autres formes duelles, ce qui modifie un peu la perspective. Et en tout cas, donc Muriel van Vliet, qui est spécialiste de Cassirer, elle fait l'hypothèse que ce début du structuralisme, ainsi repensé, serait germanique avant d'être slave. Et Patrick Sériot, qui est spécialiste donc, du structuralisme slave,
semble corroborer cette hypothèse. Il m'a indiqué dans un échange de mails à propos d'un cahier, d'un numéro du cahier, je le cite. A priori, la façon dont la morphologie goéthéenne et cassirérienne a été travaillée en Russie dans les années 30 est un beau et sérieux projet. Ça vaut la peine d'y réfléchir et ça bouleverse pas mal d'idées reçues sur le lieu et la période. Fin de la citation. Alors, un peu à la manière de Peirce, qui a inventé le terme pragmaticisme, c'est un peu un barbarisme, mais pour se démarquer du pragmatisme, on pourrait éventuellement oser le terme de structurationalisme pour démarquer ce moment de l'histoire des idées des autres structuralismes qui lui succéderont. Bon, il ne s'agit pas de fétichiser les néologismes, ils ont parfois une force de cristallisation qu'il n'est pas inutile d'exploiter. Ce legs a été recouvert donc par plusieurs strates de postures théoriques, d'abord par un structuralisme qui a cherché à fonder sa puissance théorique sur son caractère anhistorique, puis un post-structuralisme particulièrement hétérogène, et il faudrait des heures pour en démêler quelques fils, donc je ne m'y risquerai pas. Donc, dans structurationalisme, on entend structuration, mais on peut, je crois, pas s'empêcher d'entendre aussi rationalisme. Et il faut alors, dans ce cas, le penser comme une rationalité large, historicisée et pluralisée, ce qui fait que Cassirer quitte ici le giron kantien. Alors, si on revient à ce moment d'élaboration théorique qu'il s'agit de désenfouir, la question de la structuration perceptive, d'une perception d'emblée sémiotique, comme en témoigne notamment la notion cassirérienne de symbolische Prägnanz, a cela de précieux qu'elle présente une approche à la fois unifiante et différenciée, et différenciatrice. Je pense notamment aux travaux actuels en zoosémiotique, en éthologie animale de type inactif, qui ont besoin de cette posture à la fois unifiante et différenciatrice, mais aussi aux travaux sur la culturalisation de la perception et de la cognition. Ce thème de la perception sémiotique permet de poursuivre, je crois, le vaste chantier consistant à articuler sciences cognitives, sciences du langage et sciences de la culture, et de dépasser bon nombre d'oppositions cristallisées dans l'histoire des idées. Et je vais essayer d'en citer quelques-unes. Et ce sera peut-être mon dernier champ problématique, celui d'un effort de dépassement d'un certain nombre d'oppositions qui se sont avérées plus ou moins stériles, en tout cas qui ont perdu leur potentiel de dualité constructive. Ce moment donc particulier de l'histoire des idées qu'on essaye de ressaisir, permettant au contraire leur relance dynamique pour l'avenir, il me semble. Alors, petit premier point, disons, de ce dernier champ problématique, dépasser l'idée que la phénoménologie serait une machine de guerre, comme on a pu le dire, contre le structuralisme. Ici, il s'agit bien d'une phénoménologie de l'émergence des formes-sens, en phase avec les travaux des gestaltistes, et le numéro sur l'énaction est en cohérence avec cette posture. Là, je me permets de citer un extrait de l'introduction de ce numéro sur l'énaction. Euh, donc le lien entre énaction et émergentisme. La perspective émergentiste n'est pas propre à l'énaction. Si dans les sciences et techniques de la cognition, elle est absente de l'approche cognitiviste, elle est fondamentale dans l'approche connexionniste, pour qui les opérations effectuées par un système nerveux ou un réseau de neurones artificiels émergent des interactions locales entre constituants du système. Toutefois, comme le souligne Varela en 89, l'approche connexionniste continue de considérer in fine la cognition comme une activité représentationnelle. L'approche inactive conserve donc du connexionnisme les thématiques de l'auto-organisation et de l'émergence, mais elle les replace dans un cadre explicitement non représentationnaliste. On remarquera d'ailleurs que le terme même d'énaction, tel qu'il est motivé par Varela dans les définitions qu'il en a proposées, envoie explicitement à la perspective émergentiste. Je cite, en anglais, le verbe to enact est couramment utilisé dans le sens de faire advenir ou de faire émerger une réalité. Et c'est ce sens que je veux faire ressortir, dit Varela en 2017. Ou encore, dans la préface à l'édition française de l'Arbre de la connaissance avec Maturana, je cite encore, j'ai proposé d'utiliser le terme d'énaction pour désigner une approche de la connaissance qui met au centre l'idée que la signification émerge de l'histoire de couplage d'un système biologique avec ce qui l'entoure.
Ceci en opposition avec des vues plus classiques du cognitivisme ou du connexionnisme, pour qui la signification est donnée et à capturer ou à extraire. Chez Varela, ce thème émergentiste est étroitement lié aux questions de l'action, de la perception et de la corporéité, la cognition dépendant toujours directement ou indirectement de boucles sensorimotrices. Varela et Ali insistent sur le lien entre perception et action. Je cite à nouveau. Les processus sensoriels et moteurs, la perception et l'action, sont fondamentalement inséparables dans la cognition vécue. Dans la citation. La question donc herméneutique, disent les coordinateurs qui introduisent ce numéro, la question herméneutique, au sens d'une prise en compte de la dimension interprétative des conduites, apparaissait chez Varela dans l'une des premières définitions proposées de l'énaction, qui associait explicitement thème émergentiste et herméneutique. Et il conclut une partie de cette introduction. La pluralité des thèmes associés à l'énaction et leur pondération variable dans les montages théoriques se revendiquant énactivistes explique qu'il soit difficile aujourd'hui de parler d'un paradigme inactif. Il n'est ainsi pas rare de lire des travaux dans lesquels le terme énaction semble se réduire à un seul des thèmes identifiés ci-dessus, par exemple celui de la corporéité, embodiment, ceci au détriment des autres. Mais on voit, je pense que cet effort de clarification théorique est très utile pour la communauté scientifique. Alors, deuxième tentative de dépassement, celle qui oppose l'idée que l'épistémologie, euh, pardon, dépasser l'idée que l'épistémologie serait opposée à l'archéologie. Alors, dans un échange, je ne sais pas s'il est là, dans un échange de messages, de mails avec Philippe Lacour, qui participe à un autre projet dont je parlerai peut-être un petit peu à la fin, euh, voici ce qu'il me disait, et je le cite. L'épistémologie se demande, étant donné un discours à prétention scientifique, s'il est vrai ou non. L'archéologie se demande pourquoi il y a un discours à prétention de vérité plutôt que rien. Alors, en ce sens, si on prend épistémologie au sens de discours scientifique prétendant au vrai, Saussure ne construit pas une épistémologie de la linguistique, qui serait une partie de la philosophie de la science au sens milnérien et galiléen. Mais évidemment, la question du processus d'objectivation des connaissances, donc l'approche gnoséologique, disons, reste un domaine de réflexion central pour lui. Donc, si la science, dans sa version cassirérienne, et sa redéfinition aussi par Jean Lassègue euh, est approchée comme relevant de régimes locaux de connaissances, alors l'épistémologie peut être elle-même redéfinie comme une réflexion sur les conditions de légitimation locale d'un certain régime de connaissances, dont l'archéologie critique fait partie, évidemment. La prétention de vérité est alors redéfinie comme une prétention à la certitude, toujours révisable, et sa réfutabilité garantit à contrario sa validité, même provisoire. Troisième point, dépasser l'idée que la tradition herméneutique serait opposée à la science. Alors, les travaux de Denis Thoire ont permis de dégager trois grands régimes herméneutiques dans l'histoire des interprétations. Premièrement, un régime qu'on peut considérer comme trop puissant, qui anticipe l'intelligibilité de ces objets et se condamne, je reprends l'expression de François Rastier, à ne trouver que ce qu'il cherche. Deuxièmement, un régime perspectiviste qui se condamne cette fois à l'isolement et à l'autotélisme. Et troisièmement, un régime critique. Le risque critique permet de redéfinir du sens commun sans supposer des sens communautaires prédéfinis. C'est toute sa force. Je cite Denis Thoire. C'est donc la dimension d'épreuve critique du rapport à la littérature et aux arts qui est soulignée, et la conjointe sollicitation de la plasticité d'une subjectivité négative qui ne se donne nulle part à connaître qu'hors d'elle-même, dans l'exercice même de la compréhension. Alors, la sémiotique dite structurale a eu progressivement tendance à considérer le niveau des singularités et du matériel expressif comme négligeable. Ici, une sémiotique générale reconçue dans le cadre de cette anthropologie sémiotique n'est nullement incompatible avec une pensée du particulier et même du singulier. Et
Donc, il faut repenser des réseaux de relations par transformation de formes singulières avec des motifs plus réguliers. Mais ce réseau de relations n'a pas de centre, au sens où il n'existe pas de motif ou de forme fondatrice dont les autres motifs seraient dérivés. Et là, j'ai à nouveau envie de citer Philippe Lacour pour une distinction particulièrement éclairante qu'il a proposée. Un passage théorique, disons, historiquement très important, entre une articulation universelle particulière et sa reconversion dans l'articulation générale singulier. Et je le cite à nouveau, les sciences historiques visent le singulier au moyen du général et n'ambitionnent pas de théorie universelle qui illustrerait autant de cas particuliers interchangeables. Donc, une telle approche morphostructurale voit dans le singulier le moteur de l'instabilité nécessaire aux transformations et à la variabilité comme thème social fédérateur. Cela se fait notamment à travers la théorisation des formes symboliques, et elles ont ceci d'original qu'en même temps qu'elles structurent des domaines d'expérience très larges, la connaissance scientifique, les mythes, les arts, elles sont ces formes symboliques comme ayant une force particularisante. Donc il y a un geste théorique très original et que l'on ne voit pas si on dit un peu trop vite que Cassirer est kantien. Ce geste théorique qui consiste donc à envisager un niveau de généralité maximale qui est en même temps spécifiant et diversifié. Et là, on sort donc d'une rationalité anhistorique et une raison pure. Si j'ai encore une minute, je peux finir par un petit point, oui. Oui, oui, Donc, volontiers. pour donc finir ou ne pas finir et boucler la boucle, en tout cas de mon exposé, mais pas de nos travaux, en revenant à la réflexion écologique et écologiste, peut-être aussi, puisque l'herméneutique critique nous invite à une posture mixte de critique et de position. Je voudrais faire peut-être une remarque finale sur les mondes sémiotiques listés par Philippe Descola avec ses quatre ontologies, animisme, totémisme, analogisme et naturalisme. Ils sont à la fois stimulants parce qu'ils obligent au décentrement et à la prise en compte d'autres manières de se coupler avec l'entour, notamment en se mettant à l'écoute des formes de vie indo- et sud-américaines. Une sémiotique des cultures, je pense, ne peut qu'y être sensible. Cependant, ces ontologies, disons, pluriverselles, présentent, il me semble, mais je soumets à votre réflexion, le désavantage d'enfermer chacun dans sa catégorie, justement, qui illustrerait autant de cas particuliers interchangeables. Et nous, occidentaux, serions le cas particulier interchangeable dans notre catégorie de naturalistes. Or, il me semble qu'avec ce que j'ai dit plus haut, nous pouvons considérer que nous avons aussi un mode de pensée, nous avons eu, et j'espère que nous aurons encore, un mode de pensée qui résiste de l'intérieur à cette catégorie du naturalisme et à la vision, en tout cas à la vision frontale et exploitatrice qu'elle suppose. Euh, on aurait donc aussi nos Indiens, nos gens du Sud venus du Nord, qui seraient précisément ces penseurs qui ont inventé le morphostructuralisme du début du siècle dernier, à l'école duquel nous pouvons nous remettre en le remotivant par l'apport de nouveaux auteurs pour inventer un avenir humain décentré, empathique et sensible au singulier, à la généralité multimodale, au principe d'hétérogénéité et de différentialité constitutif. Cette évolution de notre regard, je cite Félix Guattari, ne devra donc pas concerner uniquement les rapports de force visibles à grande échelle, mais également des domaines moléculaires de sensibilité, d'intelligence et de désir. Alors, je finis en citant un artiste musicien, compositeur, Helmut Lachenmann, qui invite, je cite, à pénétrer à l'intérieur des paysages inexplorés de la perception et donc de la structure, et à retrouver, dit-il, un lien qui nous rendrait conscients d'autres possibilités en nous-mêmes. Voilà, je vous remercie de votre attention.